Bonjour, bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. Aujourd'hui, pour la première émission de la saison, nous accueillons Agnès Gaubert, qui est la secrétaire nationale de l'association France Lyme. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, depuis combien de temps cette association existe-t-elle ? Alors France Lyme a été créée en 2008, il y a donc 5 ans. Et c'est une association en fait qui regroupe des malades de Lyme ? Surtout des malades, oui, ou alors leurs familles, leurs proches, en fait tous les gens qui se sentent concernés par cette maladie. Et pour quelle raison créer une association sur une maladie comme la maladie de Lyme ? Parce que la maladie de Lyme est une maladie méconnue, mal diagnostiquée et souvent mal soignée. Beaucoup de gens y sont exposés, mais la prévention concernant cette maladie en est encore assez balbutiement et les gens en général sont très mal informés. Donc c'est la prévention et l'information du public qui sont un des objectifs essentiels de France Lyme ? Oui, mais pas seulement. En fait, les personnes qui sont atteintes de cette maladie sont souvent isolées. Du fait que ce soit une maladie méconnue, y compris par le monde médical lui-même, les malades ont besoin de soutien et d'information. Donc on est là pour leur apporter tout ça. Et pour compliquer encore la situation, du fait encore que cette maladie soit méconnue, et elle fait également l'objet de polémiques au sein du monde médical qui n'apportent rien du tout de bon aux malades, si ce n'est un stress supplémentaire. Oui, on a effectivement entendu parler récemment de la maladie de Lyme à propos justement d'un certain nombre de polémiques qui entourent cette maladie. Mais au-delà de ces polémiques, il y a quand même des choses concernant la maladie de Lyme qui sont reconnues et acceptées par tout le monde. Oui, bien sûr. Cette maladie est due à une infection par une bactérie du genre Borrelia. Donc on appelle aussi cette maladie borréliose de Lyme. Donc la principale espèce de Borrelia, c'est-à-dire la première à avoir été mise en évidence, c'est Borrelia burgdorferi. Mais il existe d'autres souches de bactéries qui provoquent également le même genre de symptômes et que l'on englobe également sous le nom de maladie de Lyme. Et pourquoi justement appelle-t-on cette maladie la maladie de Lyme ? C'est le nom d'une petite ville des États-Unis, la ville de Lyme, dans le Connecticut, où l'agent infectieux a été identifié pour la première fois et relié aux symptômes de la maladie. Donc aux États-Unis, mais est-ce que la maladie de Lyme existe aussi en France ? Oui, bien sûr. C'est une maladie à répartition mondiale et particulièrement dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Donc elle touche toute l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Et est-ce que c'est une maladie contagieuse ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'attraper au contact d'un malade ? Non, pas du tout. Cette maladie n'est pas transmissible directement d'un être humain à l'autre. L'agent pathogène, la Borrelia, est transmis par un vecteur, la tique, et plus particulièrement une espèce de tique qu'on appelle Ixodes ricinus. Et est-ce que c'est la même tique qu'on trouve sur les chiens et les chats ? En fait, il existe de nombreuses espèces de tiques. Certaines ne parasitent qu'une seule espèce et d'autres, comme Ixodes ricinus, s'attaquent à de très nombreux hôtes. Donc oui, on peut la trouver sur les chiens, les chats, les cervidés, donc les chevreuils ou les cerfs, des sangliers, les rongeurs et même parfois les oiseaux et les reptiles. Donc c'est une tique très polyvalente et c'est ce qui la rend potentiellement dangereuse car elle transporte la Borrelia d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Alors comment ça se passe exactement ? Comment en fait on attrape la maladie de Lyme ? Alors les bactéries, donc qu'on appelle les Borrelia, sont présentes chez de nombreux animaux sauvages et particulièrement chez les cervidés et les rongeurs. On dit donc que ces animaux constituent le réservoir de la bactérie. Et lorsqu'une tique pique un animal infecté, elle devient alors porteuse de la Borrelia et peut la transmettre à un autre animal ou à un homme lors d'un repas ultérieur. Donc en fait, il faut que la tique pique d'abord un animal qui est infecté par la Borrelia et ensuite pique par exemple un homme pour lui transmettre la maladie. Oui, c'est tout à fait ça. Donc la tique semble avoir de nombreux hôtes, comme ça elle a beaucoup d'hôtes successifs ? En fait, la tique se développe en 3 stades. On a la larve, la nymphe et l'adulte. Et à chaque stade, la tique se nourrit de sang sur un hôte et à la fin de ce repas, elle se détache d'elle-même et elle effectue alors une mue qui lui permet de grandir. Donc si elle doit se détacher à chaque fois, ça veut dire qu'elle va avoir au moins 3 hôtes au cours de sa vie. Mais tu as dit qu'elle grandit à chaque fois, donc quelle est la taille d'une tique exactement ? En fait, ça mesure combien ? Alors ça dépend du stade. Les adultes font à peu près 1,5 cm de long. Évidemment, la femelle gorgée de sang devient beaucoup plus grosse, mais les larves n'excèdent pas 1 mm de long, donc elles sont très peu visibles à l'œil nu. Donc on peut à peine les voir, mais est-ce qu'elles peuvent transmettre la maladie même au stade de larve ? Oui,
tous les stades peuvent transmettre cette maladie, même si le taux de tiques infectés augmente avec le stade. Et donc, il suffit de se faire piquer par une tique et hop, on attrape la maladie de Lyme? Non, heureusement pas dans tous les cas. Il faut déjà que la tique soit porteuse de la Borrelia. Et ensuite, il faut qu'elle reste accrochée un certain temps pour avoir le temps de la transmettre. Donc ça voudrait dire que si la bactérie, enfin pas la bactérie, mais si la tique reste accrochée longtemps, elle a un risque plus important de transmettre la maladie. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est pour ça que c'est très important de la retirer le plus vite possible. Très bien, alors on suppose que j'ai attrapé une tique, elle est là, comment je fais pour m'en débarrasser? Je tire dessus? Ah non, on fait pas n'importe quoi. Alors déjà, il faut éviter de mettre dessus un produit chimique, donc de l'alcool, de l'éther ou tout autre produit qui risque de la stresser et l'amener à régurgiter sa salive. Et cette salive contient potentiellement des bactéries et donc cela augmenterait le risque de contamination. Donc il faut saisir la tique, de préférence avec un tire-tique qu'on trouve en pharmacie ou à défaut avec une pince à épiler, le plus près possible de la peau, et ensuite il faut exercer une légère traction en tournant comme si on dévissait quelque chose. Et à quoi ça sert de tourner? En fait, la tique a un rostre enfoncé dans la peau de l'hôte et ce rostre tient avec une sorte de colle. Donc il présente des sortes de dents recourbées comme un harpon. Et en tournant, on couche ces dents sur le côté et on les empêche de s'agripper à la peau. Et si on ne fait pas ça, on risque de déchirer le rostre, d'en laisser une partie dans la peau et cela augmente le risque d'infection. Et une fois qu'on a retiré la tique, est-ce qu'on peut désinfecter? Oui, bien sûr. Une fois la tique retirée, on désinfecte l'endroit de la piqûre. Ensuite, il faut se laver les mains. Il faut penser à tuer la tique, évidemment, parce qu'elle reste vivante quand on la détache. Donc le mieux, c'est de la brûler ou de la jeter aux toilettes. Et on évite de l'écraser entre les doigts pour éviter une contamination, évidemment. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, avant de retirer la tique, il ne faut pas mettre de produit, pas d'alcool, pas d'éther. On utilise un tire-tique de préférence ou une pince à épiler. On tire légèrement en tournant. Et une fois que la tique est retirée, on la détruit, on la tue sans l'écraser entre les doigts et on désinfecte le lieu de la piqûre. Donc, oui. on a tout fait bien. Maintenant, comment on peut savoir si on a attrapé ou non la maladie de Lyme à la suite de cette piqûre de tique? Alors, il faut surveiller le site de piqûre pendant plusieurs semaines. Donc, s'il apparaît une rougeur à cet endroit, il faut consulter rapidement un médecin. Parce que ça peut être ce qu'on appelle un érythème migrant et c'est le premier signe d'une infection par la Borrelia. Et c'est une rougeur qui démange, ça fait mal? Non, pas du tout. En général, c'est indolore et ça ne démange pas. Par contre, son aspect est assez caractéristique. Donc, c'est un petit peu difficile de décrire à la radio l'aspect d'un érythème migrant, mais je suppose qu'on peut trouver des photos d'érythème migrant sur Internet, en particulier sur le site de l'association France Lyme. Oui, sur notre site francelyme.fr et sur beaucoup d'autres sites. Donc, on appelle ça un érythème migrant. Bon, érythème, ça veut dire une rougeur. Migrant, pourquoi migrant, par contre? Parce qu'il a tendance à grandir, en fait, et à s'étendre. D'accord. Donc, j'ai été piquée par une tique, j'ai pas d'érythème migrant, je suis tranquille, je suis sûre de ne pas avoir attrapé la maladie de Lyme? Non, hélas. En fait, l'érythème migrant n'est pas présent dans tous les cas. Il serait présent dans environ 50% des malades. Donc, en fait, il faut se fier à d'autres signes cliniques, dont notamment un syndrome pseudogrippal. Et donc, pseudogrippal, ça veut dire quoi exactement? En fait, c'est un ensemble de symptômes qui évoquent tout simplement la grippe. Donc, ça peut être une fièvre modérée, des transpirations inexpliquées, des douleurs articulaires, des courbatures, une grosse fatigue, des maux de tête et même des troubles intestinaux. Donc, effectivement, ça ressemble assez à ce qu'on appelle communément une grippe. Comment faire la différence avec une grippe, en fait? Les vraies grippes surviennent rarement en plein été, alors que la contamination par la Borrelia, oui. En fait, c'est le contexte, donc la saison, est-ce qu'il y a eu une pratique d'activité en plein air, une notion de morsure de tique, tout ça qui permet de s'orienter. D'accord. Donc maintenant, on va supposer qu'effectivement, oui, on a attrapé la borréliose de Lyme. On va parler un petit peu des traitements, mais de façon assez limitée, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On reviendra plus en détail. Mais en quelques mots, comment on peut soigner la borréliose de Lyme si on l'a attrapée? Alors la base du traitement de la borréliose, ce sont évidemment des antibiotiques, mais les traitements doivent être adaptés à chaque patient. Et il faut également se préoccuper des possibles co-infections. Donc il faudra revenir sur ce sujet dans une autre émission. Oui, on va consacrer certainement une émission justement sur les traitements de la borréliose, parce que c'est assez complexe. Alors pour en revenir à l'association France Lyme, dont tu es secrétaire, comment les membres fondateurs de l'association se sont-ils rencontrés? Ils se sont
rencontrés tout simplement via un forum sur Internet, le forum Lyme francophone, qui a été créé en 2005 par un malade suisse. Et quels étaient les objectifs de l'association à sa création ? Alors, nous avions 4 objectifs qui ont peu évolué depuis. Donc, le premier, évidemment, du soutien personnalisé aux malades. Le deuxième volet, ce sont les actions de prévention auprès de tous les publics à risque, donc notamment les professionnels, les sportifs, le grand public, les enfants, les scouts, etc. Également une veille scientifique. L'association collecte et met à disposition des publications récentes sur la maladie de Lyme et ses traitements. Et enfin, elle essaye d'interpeller autant que possible les pouvoirs publics sur ce problème de santé publique qu'est la maladie de Lyme. Donc ça, c'était les objectifs à la création. Qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans en fait? Pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Les objectifs ont un tout petit peu évolué, mais c'est surtout au niveau des actions de prévention qu'on a bien avancé, puisque des antennes régionales ont été créées pour regrouper les membres intéressés localement pour agir. Oui, donc c'est tout à fait dans ce contexte-là que la section Orne de France Lyme a été créée. C'est grâce à la création de cette section qu'on a pu développer des actions de prévention dans l'Orne, en particulier être invité à l'antenne de RCF pour développer une action de prévention au long terme, tout au long de l'année. En dehors de ça, la section Orne a organisé une première réunion publique d'information au mois de mai 2013 avec l'intervention du docteur Ghislaine Gigot. Et on va évidemment continuer à essayer d'organiser des réunions publiques pour une meilleure information. Donc ça, ce sont des rencontres en chair et en os avec les gens. Mais France Lyme utilise beaucoup Internet en fait pour communiquer avec les personnes. Oui, l'association gère notamment un forum qui est réservé aux adhérents et qui leur permet de communiquer aisément entre eux. Donc ils peuvent discuter et s'entraider. Et sur ce forum, ils sont également mis à disposition tous les outils de prévention dont ils peuvent avoir besoin, donc des diaporamas, des documents, etc. Donc ça, c'est pour les gens qui sont adhérents à France Lyme, mais je crois que France Lyme est également ouverte pour personnes qui ne sont pas adhérentes. Oui, bien sûr. C'est une des caractéristiques de France Lyme que d'aider également les non-adhérents. En fait, nous n'exigeons aucune contrepartie à notre aide. En particulier, nous répondons aux questions que se posent des personnes qui pensent avoir contracté Lyme et qui sont souvent en plein désarroi. Et donc, concrètement, comment ça se passe quand une personne s'adresse à France Lyme? Qui répond à leurs questions? Alors, on a une équipe de 4 ou 5 personnes qu'on appelle les référents. Ces référents sont tous des bénévoles et membres de l'association. Et ce sont des médecins? Non, pas du tout. C'est pourquoi c'est très clair dès le départ que nous ne fournissons pas de consultation médicale par Internet. Mais les gens qui répondent aux questions connaissent bien le sujet quand même. Oui, tout à fait. Et en plus, les réponses sont toujours rédigées de façon collégiale. Comme ça, on évite de laisser passer des erreurs ou des imprécisions qui prêtent à confusion. Et donc, ça doit prendre un petit peu de temps pour avoir la réponse, du coup. Alors, en principe, il faut 3 jours en moyenne pour envoyer une réponse. Alors, quel genre de réponse apportent les référents? Alors, en premier lieu, les référents proposent des documents pour tenter de sensibiliser le médecin traitant, si possible, ou sinon, ils orientent vers un médecin dont on sait qu'il a une expérience dans ce domaine, une expérience approfondie dans ce domaine. En fait, dans la mesure où certains médecins sont dans une démarche active de recherche sur la maladie de Lyme, qu'ils se tiennent informés et qu'ils investissent du temps pour se tenir à la pointe des progrès, nous orientons les malades vers eux. Mais par contre, attention, il faut souvent être prêt à faire un certain nombre de kilomètres pour les consulter. Très bien. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Nous reviendrons après.
Vous êtes à l'écoute de Médiatique, le magazine d'information de l'association France Lyme sur l'antenne de RCF. Aujourd'hui, notre invitée est Agnès Gobert, secrétaire nationale de l'association. Alors, on était en train de parler des référents de France Lyme et des réponses qu'ils peuvent apporter. Comment on peut contacter les référents de France Lyme si on veut avoir des réponses, justement ? Tout simplement par le biais du site France Lyme ou du forum francophone qui est également géré par France Lyme. Donc essentiellement par Internet, par email ? Oui, principalement, mais on peut aussi passer des coups de téléphone. Pour ça, il faut qu'il y ait des bénévoles disponibles pour ça dans les sections locales. Alors, c'est le cas dans l'Orne, puisqu'en fait, les gens peuvent me contacter par téléphone, en particulier pour les gens qui n'ont pas accès à Internet. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 02 33 27 20 50. 02 33 27 20 50. Et donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez écrire à RCF qui vous communiquera le numéro de téléphone. Alors, le soutien aux malades, c'est des réponses à des questions, mais c'est aussi un soutien psychologique parce que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas le moral. Oui, très souvent, ces malades ont le moral dans les chaussettes. En fait, comme dans l'association, nous sommes quasiment tous nous-mêmes atteints par la maladie de Lyme, on peut leur apporter un soutien efficace parce qu'on comprend ce par quoi ils passent et on peut leur montrer qu'on peut évidemment aller mieux, qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Heureusement, de nombreux malades guérissent complètement ou au moins mènent une vie tout à fait normale. L'important, c'est surtout d'être bien soigné. Alors c'est justement un des aspects les plus problématiques de la maladie de Lyme, être bien soigné, parce qu'on a à plusieurs reprises évoqué la méconnaissance de cette pathologie, y compris dans le milieu médical. Comment se fait-il que même les médecins soient mal informés et mal formés sur la maladie de Lyme ? Tout simplement parce que la recherche a beaucoup avancé ces dernières années. Elle a généré de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement et les généralistes, que ce soit sur Lyme ou sur d'autres pathologies, n'ont malheureusement pas le temps de se former à toutes ces avancées. Donc France Lyme peut apporter quelque chose dans ce domaine, ça fait partie des objectifs depuis la création, n'est-ce pas ? Oui, on essaye de faire circuler l'information, la faire partager, tout ça fait partie des objectifs de l'association. Nous avons déjà parlé des documents que nous faisons passer aux médecins généralistes via leurs patients, notamment par le site France Lyme ou les forums, mais nous avons également, nous avons surtout des articles scientifiques, des guides de traitement pour la borréliose, qui ont été mis au point par des médecins étrangers, notamment allemands et américains. Et ces traitements tiennent compte des données les plus récentes issues de la recherche. Donc en fait, depuis l'année dernière, nous organisons également une journée de formation destinée aux médecins. Alors nos intervenants sont évidemment des médecins français et étrangers qui sont reconnus pour leur expertise sur la maladie de Lyme. Les médecins qui assistent à cette journée reçoivent donc une information de première main qui leur permet ensuite de mieux diagnostiquer et mieux soigner la maladie de Lyme. Donc l'année dernière, en juin 2012, 40 médecins ont pu venir se former. Donc et cette année, on a encore une journée comme ça ? Oui, cette année, donc elle aura lieu très bientôt, le samedi 28 septembre, à Levallois-Perret, donc c'est tout près de Paris, c'est accessible ligne métro numéro 3. À l'espace Cephorex et notamment, donc je peux vous parcourir un tout petit peu le programme. Nous aurons le professeur Christian Perron qui est chef de service de maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Nous aurons divers intervenants, médecins généralistes français qui nous apporteront leur expérience, notamment le docteur Philippe Raymond, qui est membre de l'association Chronimed, et également le docteur Ghislaine Gigot, qui travaille en Normandie. Oui, donc le docteur Ghislaine Gigot qui avait participé à la réunion d'information à Alençon au mois de mai de cette année. Donc c'est vraiment une journée de formation très intéressante et il faudrait vraiment encourager les médecins de la région à y assister parce que nous sommes dans une région à dominante rurale où les risques de contracter la maladie de Lyme sont vraiment très élevés. Pour avoir un petit peu plus de renseignements là-dessus, j'avais rencontré le docteur François Crunel qui travaille à la MSA, donc la Mutualité Sociale Agricole de l'Orne. C'est cet organisme qui est chargé de la médecine du travail, de suivre donc les salariés de tout le domaine agricole. Et il m'a confirmé qu'effectivement la maladie de Lyme était extrêmement répandue dans le département. Sur les cas de maladies à déclaration obligatoire qu'ils ont eu à déclarer dans les 5 dernières années, la maladie de Lyme occupait une place de à peu près 70% des cas, ce qui est vraiment énorme. Et d'après lui, il y a eu une enquête de la DAS qui a été faite en 2006, dans laquelle il apparaîtrait que la maladie de Lyme est la première maladie infectieuse du département.
Alors il y a un exemple extrêmement frappant qui m'a donné, c'est, qui suit donc en particulier les agents de l'ONF, qui sont en contact, tout le temps avec, les forêts et donc les tiques qui sont principalement dans les forêts. Et sur moins de 30 agents ONF de l'Orne, il y en a 7 qui actuellement ont la maladie de Lyme, ce qui fait à peu près 25% de malades. Et là-dedans, on ne compte pas ceux qui l'ont attrapé dans les années précédentes et qui sont, on l'espère, guéris parce qu'ils ont reçu un traitement. Donc ça, ce sont pour les forestiers, mais toutes les personnes qui sont en contact avec la nature, que ce soit donc par leur travail ou par leur loisir, que ce soit les randonneurs, les chasseurs, même les gens qui ont un jardin et qui vivent à proximité des pâtures et des bois, tous ces gens-là sont à risque. Donc finalement, dans l'Orne, on peut dire que tout le monde est à risque. Ça veut dire qu'un médecin qui travaille dans l'Orne a quand même de grandes chances d'avoir parmi ses patients, enfin chance au risque, d'avoir des gens qui sont atteints de la maladie de Lyme, d'où la nécessité de se former. Oui, absolument. Donc, conclusion, s'il y a des médecins qui nous écoutent et qui souhaitent venir à la réunion du 28 septembre, ils peuvent encore s'inscrire et qu'ils nous contactent via le site France Lyme, donc www.francelyme.fr. Et éventuellement, si vous n'êtes pas médecin vous-même et vous pensez que votre médecin généraliste pourrait être intéressé, surtout n'hésitez pas à lui en parler. Cela dit, ça paraît quand même un petit peu aberrant que ce soit une association de malades qui soit chargée d'organiser des formations pour les médecins. Oui, mais alors si les médecins sont mal informés, c'est parce que la maladie de Lyme est considérée par les autorités sanitaires comme une maladie peu répandue et plutôt bénigne. Alors qu'on vient de voir que c'est pas du tout le cas. Non, en fait le problème c'est qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis la conférence de consensus de 2006. Ce consensus a été écrit par la Société d'infectiologie française et il reprend celui écrit par la Société américaine d'infectiologie. Mais il ne prend pas en compte toute une partie de la recherche actuelle qui montre que la maladie de Lyme est difficile à éradiquer et qu'il faut des traitements longs et intenses. D'après ce consensus de 2006, la maladie de Lyme est soi-disant simple à traiter et facile à diagnostiquer. En particulier, le consensus ne reconnaît pas l'existence d'une forme chronique ou persistante de la maladie de Lyme. On a parlé tout à l'heure des manifestations précoces de l'infection, donc l'érythème migrant, le syndrome pseudo-grippal. On peut espérer donc que les médecins qui vont voir un érythème migrant vont être capables de reconnaître la maladie de Lyme à ses débuts et prescrire le bon traitement. Quel est le traitement en fait qui est conseillé officiellement ? Alors sur une phase précoce, le consensus de 2006 devrait au minimum être appliqué par tous les médecins et il prévoit des antibiotiques pendant 14 à 28 jours selon les symptômes et selon les cas, adaptés en fonction du patient, s'il s'agit d'enfants, de femmes enceintes, etc. Le traitement recommandé est différent selon tout un ensemble de critères, donc on ne peut pas trop simplifier. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de médecins qui ont un recul par rapport à cette maladie et parce qu'ils suivent beaucoup de cas, considèrent que ce n'est pas assez et qu'il faudrait des traitements beaucoup plus longs. Mais pour la majorité des médecins et pour les autorités sanitaires, c'est supposé suffire. Oui, et en fait, pour eux, ça suffit. Et effectivement, pour certaines personnes, effectivement, cela suffit, ils guérissent. Bon. On va imaginer maintenant le pire. Imaginons que l'infection soit passée totalement inaperçue, parce qu'on a vu que l'érythème migrant n'apparaît pas dans tous les cas, donc à peu près la moitié des cas. Et quant au syndrome grippal, en fait, il peut passer pour justement une petite grippe, ou bien on dit tiens j'ai attrapé un petit virus, on fait pas le lien, surtout si on n'a pas vu la tique. Donc qu'est-ce qui se passe si tous ces symptômes de la primo-infection sont passés inaperçus ? Alors la maladie de Lyme passe par une phase plus ou moins longue où le malade est totalement asymptomatique. Mais pendant ce temps-là, la bactérie s'installe partout dans son corps parce qu'elle se déplace très facilement et elle atteint tous les organes. Enfin, elle peut atteindre tous les organes. Et donc on parle alors de phase disséminée de la maladie. Et donc en quelques semaines, voire quelques mois ou années, après la contamination, on voit réapparaître des symptômes. Et quels sont les symptômes de la phase disséminée ? Sont les mêmes ou c'est différent ? Alors ils sont extrêmement variés, ils touchent à peu près toutes les fonctions de l'organisme, pas en même temps évidemment, mais ils varient d'une personne à l'autre et ils varient dans le temps. Bon, ça paraît vraiment très très flou. Quelques exemples de troubles qu'on peut constater ? Alors il y a beaucoup de manifestations douloureuses, en particulier au niveau musculaire, articulaire ou tendineux. Des maux de tête, des troubles digestifs, des troubles des organes sensoriels, donc des problèmes de vue, d'ouïe, de toucher, d'équilibre, des problèmes neurologiques, on peut avoir des décharges électriques dans les jambes, dans les bras, etc. Et aussi des problèmes cardiaques. Bon, ces problèmes cardiaques sont plus rares, mais ils peuvent être extrêmement dangereux, donc c'est important de le souligner. Et on peut avoir également des troubles cognitifs.
Et tous ces symptômes-là changent d'un jour à l'autre. Oui, tout à fait. Ça change d'un jour à l'autre et ça change d'une personne à l'autre. Alors comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic avec des symptômes aussi vastes, aussi variables? C'est justement la difficulté et la particularité de cette maladie. Et donc, imaginons donc toujours le pire, on est passé en phase disséminée. Comment est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce qu'un traitement type 14 à 28 jours d'antibiotiques, comme on en a parlé tout à l'heure, est suffisant pour soigner la maladie? Alors ça, c'est la position officielle des autorités sanitaires, mais les médecins qui connaissent vraiment bien la maladie de Lyme savent qu'il faut des traitements antibiotiques extrêmement longs pour en venir à bout. Et donc pendant tout ce temps-là, les gens sont malades, ils souffrent. Et ça va jusqu'où? Est-ce qu'ils peuvent continuer à travailler? Est-ce qu'ils peuvent mener une vie normale? Non, pas du tout. La plupart des malades passent par une phase où ils sont tellement fatigués, ils ont tellement mal partout qu'ils ne peuvent plus mener une vie normale, ils ne peuvent plus travailler notamment. Et les symptômes peuvent régresser quand même si on a un traitement adapté? Oui, oui, heureusement. Donc en fait, pour résumer tout ça, du fait que cette maladie soit assez mal connue, surtout dans sa phase disséminée, il y a probablement beaucoup de personnes qui souffrent actuellement sans savoir ce qu'elles ont. Et c'est là qu'une association comme France Lyme a toute son utilité. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que France Lyme a pu aider depuis sa création en 2008? Oui, on a comptabilisé à peu près 1 millier de personnes aidées. Donc là, il s'agit des personnes à qui on a personnellement répondu. Donc je me permets de rajouter que les gens qui ont pu consulter le site et trouver des informations utiles sans forcément entrer en contact avec les référents. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a aidé encore plus de personnes. Et on va évidemment continuer à travailler pour que les gens tombent de moins en moins malades de la maladie de Lyme et puis que ceux qui sont malades puissent être soignés correctement. Donc, je vous rappelle que France Lyme, c'est une association sans but lucratif. Elle ne fonctionne que grâce à l'investissement de ses bénévoles. Toutes les personnes qui travaillent pour France Lyme sont des bénévoles. Et les seuls moyens financiers de l'association, ce sont les cotisations des membres. Alors, nous avons choisi une cotisation volontairement peu élevée, qui est à peine de 10 € par an. Oui, elle peut être réduite d'ailleurs en cas de revenu modeste, réduite à 5 €, voire gratuite pour les très 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 petits revenus. Donc ce qui est surtout important, c'est de se regrouper pour pouvoir arriver à travailler ensemble et à faire progresser les choses. Donc je vous remercie. Donc on était avec Agnès Gobert, la secrétaire nationale de France Lyme. Je te remercie Agnès d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à toi. Et donc vous écoutiez Médiatique, l'émission mensuelle sur RCF 61 animée par France Lyme sur les maladies transmises par les tiques. Et au cours de la prochaine émission, nous allons sûrement reparler de la journée de formation des médecins qui aura eu lieu le 28 septembre près de Paris. Donc actuellement, la réunion n'a pas encore eu lieu. Il reste des places. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Au revoir.